Salut à toutes et à tous, bonjour, bienvenue dans Sénat Stream, j'espère que vous allez bien. C'est votre rendez-vous hebdomadaire avec Public Sénat. On reçoit un sénateur ou une sénatrice pour répondre à vos questions. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir David Assouline. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bien arrivé, bien installé? Ouais, dans un canapé, c'est toujours sympa. Eh bien, tant mieux, parce qu'on va passer 1 heure ensemble, David Assouline. On va apprendre à vous connaître. J'ai beaucoup de questions qui m'ont été posées par les internautes. Vous êtes sénateur socialiste de Paris. Bonjour à vous si vous nous regardez sur Twitch à l'heure actuelle. Bonjour le chat. Bonjour à vous si vous nous regardez sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. David Assouline, on va parler avec vous de votre parcours. On va apprendre à mieux vous connaître. Mais avant ça, je voudrais qu'on aborde un sujet d'actualité chaude. C'est parti pour le moment actu. Alors l'actu aujourd'hui, évidemment, le Covid. Ce matin, on est mercredi, ce matin avait lieu un conseil de défense. Ce soir aura lieu une allocution du président de la République à 20h. Demain, vous, les sénateurs, recevrez à 15h le Premier ministre Jean Castex pour une déclaration suivie d'un débat, suivie d'un vote. La question qui agite tout le monde, ce sont ces annonces qui devraient être faites ce soir par Emmanuel Macron. On s'attend notamment à des décisions fortes sur les écoles, peut-être même une fermeture des écoles. J'ai une première question pour vous qui vous est posée par Sorbiou, qui vous demande quel est l'état des écoles à Paris ? Écoutez, il y a beaucoup de classes qui ferment, plus le temps passe, parce que le protocole étant, quand il y a un cas, il faut fermer la classe, il y a de plus en plus de cas. Et donc l'état se dégrade, la situation devient grave. Et je pense que fermer les écoles est quelque chose de juste, de correct. Nécessaire qui s'impose. Le problème politique, c'est que encore une fois, le pays attend que le président de la République annonce. Il a fait un conseil de défense dans un sous-sol. Et par exemple, sur une telle mesure si forte de fermeture des écoles, un maire qui a cette charge, cette responsabilité, notamment pour tout le primaire, et nous à Paris, on a les collèges aussi, a besoin d'être informé en amont, de préparer, etc. Et cette façon verticale de décider dans toute cette crise et dans cette pandémie est un vrai problème, pas seulement démocratique, un problème d'efficacité. Cette façon de gouverner n'est pas efficace, et d'ailleurs on le voit parce qu'on est toujours en retard sur tout. C'est une question qui vous est posée justement par Citizen. Que pensez-vous de la relation entre l'État et les collectivités dans cette gestion du Covid ? Tous les maires râlent. Alors il y a eu des moments où il y a eu quand même un peu plus de dialogue, mais globalement, cette façon de faire qui a été très souvent d'attendre avant de discuter, d'informer en amont, presque tous les maires, mais imaginez à Paris ce que ça signifie, parce que aucune décision ne peut comme ça du jour au lendemain s'appliquer s'il n'y a pas de la préparation. Les services doivent être mis dans le coup, il faut organiser, il y a de l'intendance, et la maire de Paris c'est à chaque fois plein du fait d'attendre, comme tous les Français, les annonces à la télé. Ce matin, David pendant Assouline, une émission, on lui a dit ce soir le président parle, elle découvre, mais avant on ne lui a rien dit et on ne l'a pas consulté sur ce qu'il faudrait faire. Est-ce que c'est négociable une gestion de crise? Est-ce que c'est discutable? Est-ce que c'est parlementable? Est-ce que c'est pas normal que le président de la République prenne des décisions qui s'imposent à tous parce que, comme il le disait lui-même, on est en guerre? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais justement, c'est là où peut-être on n'a pas assez mesuré que quand il a employé dès le début cette expression, on n'a pas mesuré que dans cette sémantique, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'une crise sanitaire, c'est la mobilisation de toute la société. C'est l'appel à la responsabilité de chacun dans son quotidien. C'est de la pédagogie, c'est des parents qui doivent parler aux enfants, c'est quelque chose qui doit mobiliser l'ensemble de la société parce que c'est l'attitude responsable de chacun, et collectivement, mais de chacun, qui va permettre de résister et de faire front, si on veut utiliser le message guerrier. Ça n'a rien à voir avec le secret qui fait qu'à un moment donné on attaque et il ne faut pas qu'on le sache et il ne faut pas qu'on sache combien de forces sont engagées. Là, on est dans quelque chose où, au contraire, la transparence, la délibération, parce qu'il faut aussi écouter, parce que face à une pandémie, on n'est pas tous dans la même situation au même moment. Les territoires, la promiscuité, l'urbanisation, les modes de transport. Bon, il y a
à ajuster à chaque fois des mesures pour être le plus fort et le plus précis possible. Et pour ça, eh bien, il faut aller chercher l'expertise, la connaissance du terrain, chez des élus locaux par exemple, mais pas seulement. En tous les cas, c'est dans une crise sanitaire, maintenant je suis absolument convaincu que l'essentiel est dans la transparence et dans le partage de l'information, de la concertation, voire même de la décision, qu'on peut être le plus efficace. J'ai une question d'un internaute qui s'appelle Canard et qui vous demande quel pays européen a eu une meilleure réponse au Covid que la nôtre. Est-ce qu'on n'est pas un peu tous dans la même situation ? Mais chacun a eu ses problèmes et ses ratés. Mais enfin, bon, vous voyez bien, là, moi, j'ai pas envie de comparer. Comment dire ? Il y a des choses qui relèvent du clivage politique, gauche-droite, on connaît, bon. Mais là-dessus, il ne devrait pas y en avoir, en fait. C'est est-ce qu'on est efficace ou pas. Mais quand même, le clivage, c'est justement quelle est l'approche que l'on a de l'exercice démocratique et de la gouvernance. Or, sur toutes les questions, rappelez-vous quand même, on nous disait que les masques étaient dangereux, qu'il ne fallait pas en avoir, qu'il ne fallait pas les mettre dans l'espace public. Voilà, pour justifier en fait qu'on n'avait pas commandé assez de masques et attendre. Le gouvernement vous répondrait qu'à l'époque, Ensuite, les scientifiques eux-mêmes n'étaient pas encore Ensuite, on nous clairs. a dit les tests, il n'y avait pas assez de tests. Ensuite, on nous a dit il faut bien tracer, etc. Mais personne ne recevait de coups de fil pour tracer quand il y avait des cas où il avait été en contact. On nous a dit qu'il fallait isoler. Il n'y avait aucune solution d'isolement. Qui a été appelé vraiment pour aller s'isoler dans un hôtel quand il était obligé de rentrer chez lui le soir alors qu'il savait qu'il était atteint. Donc, et maintenant, c'est dans la vaccination. Si vous voulez, là, on peut comparer. On est vraiment dans le bas du tableau du nombre de vaccinés, du taux de vaccination au rapport à la population. Est-ce que vous attendez des excuses de la part du président de la République ce soir, des regrets ? Mais moi, Angela Merkel l'a fait. Oui, mais c'est une façon d'être. C'est-à-dire que, bien entendu, qu'un pouvoir sur, en plus, une pandémie qui est vraiment imprévue, qu'on n'a jamais eu à affronter ça, on peut commettre des erreurs. Le problème, c'est l'entêtement et le déni. Il a toujours bien fait. Donc, il peut continuer à décider seul. S'il acceptait de dire, bon, bah, peut-être que le 29 janvier, eh bien, si on avait anticipé, on serait... pas dans un pic aujourd'hui aussi fort à gérer une exponentielle. On aurait pu un peu mieux maîtriser, pas empêcher, puisqu'en Grande-Bretagne, quand le virus britannique est arrivé, ça a enflammé la plaine parce que c'est très contagieux. Mais en tous les cas, s'il était capable de dire ça, il dirait en même temps et il suggérerait en même temps, je ne suis pas infaillible et d'ailleurs, je m'entourerai de beaucoup plus d'avis et je partagerai plus mes décisions demain pour pas commettre ce type d'erreur. Parce que quand même, le Conseil scientifique lui avait dit qu'il fallait confiner à la fin janvier. Là, vous pensez qu'Emmanuel Macron a fait une faute en ne suivant pas l'avis du Conseil scientifique en janvier dernier ? Oui, je ne dis pas que le politique doit tout le temps suivre les avis du Conseil scientifique. D'accord. Il n'avait pas de raison connue de remettre en cause ce qui était prévu et préconisé dans ce rapport du Conseil scientifique, à part apparemment son intuition personnelle ou sa forte connaissance en épidémie. Ah oui, apparemment, voilà. apparemment il est calé. Bon, à il part paraît. Monsieur Blanquer qui a découvert que c'était la qualité première du président de la République par flagornerie. Je pense que personne ne le pense. Le président de la République lui-même ne doit pas le penser. Une question de Tai Tai qui vous demande, est-ce que c'est pas un peu facile d'être toujours dans la critique de ce que fait le gouvernement ? C'est toujours facile, mais moi je cherche à m'enlever de cette facilité, justement parce que je suis issu d'une famille politique. Le Parti socialiste. Le Parti socialiste, où on est dans l'opposition, mais on pense toujours que pour changer les choses, il va falloir gouverner. Et vous l'avez pas toujours été d'ailleurs dans l'opposition. Voilà, et donc on sait très bien que l'exercice du pouvoir est plus difficile que l'exercice uniquement de la critique et de l'opposition. Mais, ceci dit, dans la démocratie, jouer son rôle d'opposant et de critique, si c'est vécu par le pouvoir comme une façon aussi de se remettre en question et puis de voir, d'être alerté, d'être challengé, comme on dit aujourd'hui, eh bien, ça peut être vécu très bien. Et ça place. Mais je le dis franchement, sur la gestion de cette crise, je pense qu'il y a eu pas mal d'incompétences, mais très souvent, cette incompétence est venue du fait
que ce qui est assez spécifique à ce pouvoir politique, à Emmanuel Macron et même à pas mal de ses ministres, c'est qu'ils pensent savoir tout mieux que tout le monde. Nous sommes les derniers arrivés. Nous allons vous montrer ce que c'est que le nouveau monde. Nous allons vous montrer ce que c'est que le monde d'après. Il y a une arrogance du pouvoir qui vous énerve. Énorme, et ça se voit dans tous les J'ai une domaines. dernière question. Toutes les fautes qu'il a commises sont souvent à cause de cette arrogance. J'ai une dernière question sur ce sujet, en tout cas. C'est quoi votre rôle, à vous, en tant que sénateur? Ce matin, Conseil de défense, ce soir, allocution. Entre deux, vous faites quoi? Vous posez des questions? Non, mais c'est vrai. Vous savez, le Sénat, c'est une partie du Parlement. Le Parlement est constitué de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et dans ce pays, on ne le voit pas assez, mais on ne le reconnaît pas assez, mais toutes les lois passent au Sénat. Et il faut qu'elles soient votées au Sénat. Et donc, mais là, dans la gestion du Covid, dans la gestion du Covid, c'est ça ma question, parce que je me demande même quand dans les autres pays ça se passe, toutes les infos sont au même moment pour tout le monde. C'est bien de rappeler ça, puisque je suis sénateur et je pense qu'on sert à quelque chose. Et plein de lois, il y a des centaines d'amendements qui viennent du Sénat. Tout à l'heure, ouais. Mais en tous les cas, oui, c'est tout à fait ce que je vous disais. C'est-à-dire que déjà dans la Ve République, la place du président est trop grande. Et aujourd'hui, je pense que c'est complètement du passé, cette façon de concevoir les institutions. Il faudra bouger ça. Il faudra bouger à un moment donné cette place très importante. Mais après, sans changer les institutions, il peut y avoir un président qui gouverne sans abuser de ses pouvoirs qu'il a quasi absolus dans tout un tas de domaines. Et notamment en faisant de la place à son exécutif, mais beaucoup au Parlement. Il y a là des gens de bonne volonté, des gens qui travaillent, des gens qui sont proches du terrain, des gens qui délibèrent, et c'est collectif. Et ça permet de construire parfois des consensus, notamment quand il y a des crises comme celle-là. Et nous, on est une chambre d'enregistrement, comme jamais. Vous savez, maintenant, je suis devenu un vieux sénateur, même si j'en ai pas complètement l'air. Mais ça fait un bout de temps que je suis là, et je peux vous dire, j'ai vécu la droite sous Chirac, la droite sous Sarkozy, la gauche, la droite sous Macron. Et je peux vous dire que cette façon de mépriser le Parlement n'a jamais été aussi grande qu'aujourd'hui. On reparlera tout à l'heure des questions institutionnelles, mais d'abord, j'aimerais bien qu'on apprenne à mieux vous connaître. David Assouline, c'est parti pour le portrait. Alors David Assouline, je suis très content de vous recevoir en ce moment puisque dans votre jeunesse, vous avez eu un parcours de militant révolutionnaire, militant communiste révolutionnaire, trotskiste comme on disait, et vous avez même été au bureau national de l'UNEF. Est-ce que vous pouvez nous raconter ces années-là? Votre engagement politique, il vient d'où? Alors, écoutez, moi j'ai commencé au lycée, mais ce qui a dominé ma jeunesse, on va dire, c'est d'avoir été très engagé dans des mouvements sociaux, plus que dans des appareils. Et j'ai été donc, quand j'étais lycéen, j'ai fait des grèves, j'étais à Creil, dans l'Oise, au lycée là-bas, et il y avait une réforme qu'on appelait la réforme Abi. J'ai commencé à faire grève à ce moment-là, à lutter, et puis à rencontrer toutes les formations qui existaient à l'époque, et effectivement les jeunes étaient beaucoup plus orientés vers l'extrême gauche à l'époque, et l'extrême gauche plutôt anti-stalinienne, parce que les régimes du RSS et de l'Est étaient des repoussoirs pour nous qui aspirions à beaucoup de liberté. Et donc ça vous fait sourire quand vous parlez de ces époques-là? Ensuite, je suis arrivé à la fac à Paris, et j'étais à Jussieu. Et pareil, j'étais engagé dans tout ce qui était ou contestation de la sélection sociale, de l'accès à l'université, mais mon fil à plomb, quand je remonte vraiment au début de ce qui m'a poussé à l'engagement et tout, ça a été l'antiracisme. Ça a été ma boussole quand même. L'antiracisme. Ah oui, c'était la lutte pour l'égalité des droits. J'ai été dans ceux qui ont initié l'accueil de la marche pour l'égalité en 1983 en région parisienne, à Paris. La marche. Petite marche des beurs, c'est ça. Dans le noyau qui a. Oui, non, c'était ces années-là, non, bien sûr. Et ensuite, la naissance des SOS Racisme. Donc, et à la fac, j'avais monté une coordination au-delà des organisations existantes et des appareils, une organisation qui fédérait dans toutes les facs des comités pour l'égalité des droits et contre le racisme.
Voilà, donc ça c'était un engagement très fort. Et Et dans les- puis en 1986, j'allais arrêter la fac, c'était mes années de vieil étudiant, hein, plutôt DEA. Euh, et là, surgit un mouvement gigantesque contre la loi de Vaquet. C'était la sélection sociale à l'université, l'augmentation des prix d'inscription, etc. Bon, Très grand je vais mouvement pas étudiant auquel vous avez pris part. et gigantesque. Je pense qu'il n'y a pas eu de mouvement de jeunesse aussi massif, je dis bien de toute la jeunesse, aussi massif et assez court dans le temps. Hein. Ça a duré 3 semaines de Mais forte, très intense. mais intense, très massif, et malheureusement, avec un drame, puisqu'il y a eu quelques étudiants grièvement blessés et un La mort mort, de Malik Oussekine. Malik Oussekine. Et voilà. D'accord. Dans les années 90, vous rejoignez le Parti socialiste. J'ai une question qui vous est posée, j'ai oublié son nom, j'en suis absolument navré, mais qui vous demande comment est-ce qu'on passe du trotskisme révolutionnaire à la social-démocratie? Non, d'abord, il y a eu du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai, au début des années 90, pensé qu'il y avait quand même un problème dans le logiciel de ce que je défendais à l'extrême gauche, qui ne correspondait pas à ma pratique, à ce que je savais être Alors, c'était quoi ce possible pour la problème? société. Bah, la distance entre la perspective lointaine De la Révolution mondiale. exactement, et les luttes que j'engageais, dans lesquelles j'étais souvent leader, et que, en gros, j'étais capable de soulever des foules sur tout un tas de sujets très importants, touchant à l'égalité des droits ou touchant à la sélection à l'université, mais que personne ne partageait un objectif politique que je ne voyais pas, que je contestais de plus en plus sur le plan de sa viabilité, de sa possibilité. Et alors pourquoi le Parti Mais- socialiste? Parce que lui, il non, était mais viable et il y a eu- possible. Il y a eu du temps, c'est-à-dire que je me suis... d'abord, j'ai eu des enfants, j'ai été prof, j'habite dans le 20e depuis 40 ans, je m'impliquais dans les associations, dans les luttes locales, parce que par ailleurs, il y avait cet engagement politique, mais c'était tout le temps dans le mouvement associatif et les mouvements sociaux. Hein. C'était ça mon engagement principal. Et en 95, on est venu me demander de participer aux listes Paris s'éveille de Bertrand Delanoë. Bertrand Delanoë a voulu que je sois son directeur de campagne. Et dans le 20e arrondissement, Michel Charzat, à l'époque, était tête de liste, m'a demandé d'être sur la liste pour ouvrir sa liste à d'autres que des socialistes, pour sortir la droite qui avait fait les grands chelem jusqu'à présent. Et on a gagné dans le 20e arrondissement. J'étais très engagé sur tout ce qui était démocratie participative. J'ai mis en place les premiers conseils de Déjà à quartier. l'époque. Les premiers conseils de quartier à Paris, je les ai imaginés et mis en place dans le 20e arrondissement. Donc j'étais adjoint à cette démocratie participative. Et voilà, donc j'étais dans ce rapprochement avec le PS dans l'action. À un moment, je me suis dit, bon, je suis vraiment au quotidien, y compris dans les débats internes. Il y avait aussi ces assises de la transformation sociale à l'époque qui avaient été initiées par Lionel Jospin, et il s'ouvrait à des acteurs associatifs et tout. Donc j'allais participer à ces rencontres, à ces débats. Et puis ensuite, j'ai adhéré au Parti socialiste un peu naturellement. Je vois dans le chat que plusieurs personnes parlent d'un embourgeoisement quand vous racontez ce parcours habité dans le Non. 20e. J'ai une question de Red Cèdre qui vous demande simplement, est-ce que c'est normal d'être gauchiste dans sa jeunesse? Est-ce qu'on s'assagit avec l'âge? Moi, je pense que c'est normal qu'en étant jeune, on soit dans une contestation assez radicale de la société dans laquelle on vit, qui marche sur la tête. Et ça, je l'ai jamais Y compris perdu. aujourd'hui? Mais je l'ai jamais perdu. Vous êtes encore aujourd'hui dans une contestation radicale de la société dans laquelle on vit? Oui, je suis dans cette contestation. Les moyens pour arriver à la changer, je pense que c'est pas en claquant du doigt ou par un grand soir. C'est ça où j'ai bougé. C'est sur la méthode. Donc. Mais je pense que vraiment, le fait qu'il puisse y avoir, alors qu'on est capable d'avoir autant d'intelligence et de richesse mobilisée, qu'il y ait autant de pauvres, de gens qui vivent dans une misère noire, qu'il puisse y avoir autant d'écart entre des salaires dans des entreprises ou des
des gens ont à peine de quoi vivre, mais d'autres ont de quoi mener 3000 vies tout seuls. Tout ça ne va pas. Et en plus, ce qui aujourd'hui, à mon avis, donne raison à une contestation encore plus forte du système, c'est que la façon dont on fait va tuer la planète, va tuer la possibilité de vivre sur Terre. Avant, on se battait seulement, entre guillemets seulement, sur les inégalités, sur les écarts de richesse, sur les discriminations, le racisme. Mais aujourd'hui, on se rend compte que le système lui-même va à son autodestruction parce qu'il va aussi détruire la possibilité de vivre. Et donc, je pense aujourd'hui qu'il y a plus encore de raisons de se mobiliser et de contester pas seulement telle ou telle chose de la société, mais son sens même aujourd'hui qu'hier, oui. Je reviens sur vos années UNEF. Vous avez été membre du bureau national de l'UNEF et j'ai une question de Kéos qui vous demande simplement comment voyez-vous l'évolution récente de l'UNEF ces dernières années? Écoutez, moi d'abord, je n'ai pas été à l'UNEF tout de suite. C'est l'UNEF. C'est presque après ce mouvement étudiant, on se disait il faut une organisation qui fédère tout ce qu'on a fait avant, parce que dans ce mouvement il y avait tellement de gens mobilisés et différents que il fallait bien continuer de façon organisée et permanente. Il y avait l'UNEF qui était là. J'étais d'ailleurs pour que il y avait 2 UNEF à l'époque pour qu'elles puissent se rassembler et donc mais globalement, à l'époque, les organisations étudiantes et l'UNEF qui était majoritaire, c'était une organisation que je trouve que les organisations étudiantes ont toujours été assez minoritaires par rapport à la masse des étudiants. Elles n'ont jamais réussi à devenir des organisations de masse. Mais en tous les cas, cette organisation était majoritaire, parce qu'elle s'intéressait non seulement à défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants, ce qui est l'objet d'un syndicat, mais était en phase avec des luttes qui rassemblaient la jeunesse, qui étaient des luttes pour l'égalité. Est-ce que c'est toujours le cas ? Je trouve qu'il a pris une pente ces dernières années de minorités agissantes sur des thématiques qui ne sont pas forcément rassembleuses et qui ne cherchent plus à unifier le mouvement étudiant autour des valeurs et des principes de solidarité internationale, d'égalité, etc., mais de s'enfermer dans des logiques minoritaires. C'est intéressant ce que vous dites, parce que l'ancien militant antiraciste, ou le militant antiraciste d'ailleurs, ça s'est vu dans les élections universitaires. Je crois qu'aujourd'hui, l'UNEF, c'était impensable à mon époque, n'est plus du tout la première organisation étudiante dans les élections. Mais vous m'avez dit que dans les années 80, effectivement, la marche des beurs, Malik Oussekine, ça a été des années de l'antiracisme, ça a construit votre identité politique. Aujourd'hui, l'antiraciste que vous êtes ne se retrouve pas dans les combats de l'UNEF. L'anticolonialisme, l'intersectionnalité, ce sont des mots que vous, c'est pas votre soupe. Mais l'anticolonialisme, l'UNEF a été à la pointe du vrai combat anticolonial, quand il y avait le colonialisme d'ailleurs, et où il fallait vraiment, c'était difficile, pendant la guerre d'Algérie, d'être dans les combats anticoloniaux, parce que la pression était forte, et l'UNEF fait partie des organisations qui ont sauvé l'honneur de la gauche en étant dans un combat anticolonial très clair et très net. Et donc aujourd'hui, le combat anticolonialiste ou anti-impérialiste ou de solidarité internationale avec tous les peuples maltraités ou opprimés, c'était nos combats à notre époque. Voilà, mais on les menait. C'est moins le cas aujourd'hui ? L'UNEF d'aujourd'hui, vous parlez d'une pente tout à l'heure. Je trouve que c'est une pente de minorisation, qui par ses pratiques, par ses orientations syndicales, enferme, plutôt couvre et mobilise la jeunesse. Qui aujourd'hui est mobilisé par l'UNEF dans la jeunesse ? Avant, on initiait des mouvements de masse. Je vois des questions dans le chat qui rappellent qu'actuellement il y a des appels à la dissolution de l'UNEF de la part de la droite et de l'extrême droite. Non, mais d'où la question, est-ce que vous ne tirez pas contre votre propre camp mais moi, en ne faisant pas corps avec l'UNEF? C'est vous qui me posez des questions déjà. Je suis pour que toutes les organisations étudiantes syndicales puissent exister, et l'UNEF d'autant plus que moi je me suis tout de suite prononcé contre cette dissolution. Oui, c'est ça, vous faites partie des signataires. Non, moi j'ai pas signé avec tous ces gens, parce que de toute façon je pense pas que c'était en signant avec
Plusieurs centaines d'anciens dirigeants de l'UNEF. Voilà, bon, moi je me suis exprimé bien avant, hein, et je le redis nettement. Il ne s'agit pas c'est vraiment, je suis contre une dissolution. Ce serait un acte liberticide. Les organisations ont et l'UNEF a toute sa place pour exister comme organisation étudiante. Là, je suis en train de parler du point de vue de mon camp. Il y a plusieurs syndicats, il y a l'UNEF, etc. Il y a aussi Est-ce qu'on me points de dit, vue est-ce qu'aujourd'hui, à gauche. ils font ce qu'il faut pour mobiliser les étudiants et défendre leurs intérêts matériels et moraux? Je pense que non, je serai d'ailleurs étudiant. Peut-être que je serai dedans, mais je me battrai contre la direction actuelle et ses orientations. Ça, c'est la démocratie interne au mouvement étudiant. Mais que ceux qui ont toléré des organisations, elles, racistes, violentes, comme le GUD, l'UNI, qui a abrité ce type d'individus pendant longtemps, ceux qui ont été à cette école-là, et qui aujourd'hui sont adultes, et parfois parlementaires, comme M. Ciotti, aujourd'hui demandent la dissolution de l'UNEF au nom de l'antiracisme, ou même Marine Le Pen, hein, qui, elle, c'est son école et celle du GUD et son entourage, souvent, très franchement, hein, le fascisme, viennent donner des leçons sur ce qu'est l'antiracisme. C'est une inversion très dangereuse si on la tolère, si on la laisse passer. Parce que cette inversion de valeurs, c'est quelque chose qui peut se payer cher si la gauche le laisse passer. Donc, non seulement je suis contre la dissolution, mais je suis aujourd'hui, dans le débat politique en général, que ce soit pour l'UNEF ou d'autres, je le dirai toujours, je suis pour que l'égalité et la lutte contre les inégalités soient vraiment le marqueur de la gauche. Et la droite et l'extrême droite ont réussi à imposer dans le pays une autre valeur, comme centrale, l'identité. Et donc, nous, on doit lui opposer l'égalité à nouveau si on veut sortir de cette fragmentation de la société et même de cette fragmentation de la gauche elle-même. Si la gauche mettait l'égalité et la lutte contre les inégalités au cœur de ses préoccupations, de son programme, elle pourrait se rassembler de façon plus évidente qu'aujourd'hui. Est-ce que la question de la laïcité est indépassable à gauche ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'il y a un clivage entre différentes écoles de pensée à gauche ? Vous parliez tout à l'heure de la pente de l'UNEF et je suppose d'une partie aussi de la gauche dont vous ne rejoignez pas la stratégie. Est-ce que cette question stratégique est pour vous un casus belli qui empêchera l'union, par exemple ? Mais c'est en tous les cas une question qu'il faut clarifier pour faire l'union. Est-ce que c'est possible de le clarifier ou est-ce que c'est trop tard ? Bien entendu. Le divorce est prononcé, non, parce qu'en réalité, il ne faut pas tomber dans les pièges. Il ne faut pas tomber dans les pièges de petites polémiques où certains se... Et puis, il faut être offensif. Déjà, dénier la possibilité intellectuelle à Marine Le Pen de dire qu'elle est laïque. Enfin, c'est le courant qui a combattu la laïcité. C'est la continuité de la famille pétainiste sur le plan politique. Donc, il faut arrêter de nous raconter des histoires. Oui, la laïcité, c'est la gauche, c'est les républicains dans l'histoire. Et c'est un bien précieux. C'est un bien qui fait que aujourd'hui, dans une société où il faut reconnaître les discriminations et les combattre, où il y a une immigration, des immigrations, parce que la France est un pays d'immigration. Depuis le 19e siècle, il y a eu des strates de différentes immigrations qui sont venues peupler ce pays. Ça a continué et ça continue. Et c'est bien. Eh bien, c'est cela qui permet qu'on puisse vivre ensemble. Et aujourd'hui, certains pays nous envient le fait d'avoir d'avoir inventé presque ce concept qui permet de vivre ensemble. Mais si certains veulent faire croire que la laïcité, c'est le lessivage de toutes les différences, non, ça n'a jamais été ça. La laïcité, c'est ce qui permet à tous, en étant différents, et même en reconnaissant ces différences, de vivre ensemble dans l'espace public et de permettre qu'il y ait une concorde, qu'il y ait une fraternité. C'est ce qui permet que cette valeur du triptyque républicain, la fraternité, soit dans les faits réels. Mais ce qui ne va pas aujourd'hui, c'est que justement ce triptyque, il ne vit pas suffisamment fort pour les jeunes en particulier.
pour les gens en général. C'est-à-dire que la promesse républicaine, c'est ce triptyque, eh bien, elle est en panne dans plein d'endroits. Si quelqu'un né en France, qui est français, même si ses parents ou arrière-grands-parents viennent d'ailleurs, qui est français, vit pour différentes raisons, les origines de ses parents, la couleur de sa peau, une discrimination dès son plus jeune âge. On lui dit la République française, à un moment il se dit mais l'égalité je la vis pas moi. Donc il faut absolument que la République ait comme principal souci de tenir sa promesse. C'est comme ça qu'elle entraîne, c'est comme ça qu'elle fait adhérer. Et moi, c'est comme ça que enfant immigré arrivé en France, né dans un village du Moyen Atlas, à Sefrou, au Maroc, où j'ai envie presque de montrer ça pour que les gens se rendent compte de ce que ça veut dire. Alors montrez-moi, vous êtes venu. J'ai une photo qui montre, voilà, par exemple. Ça, alors montrez-la moi, donnez-la moi, je vais la montrer à la caméra. Voilà. Hop là. Ça, c'est. Je vais la montrer à la caméra. Ça, c'est mon arrière-grand-père avec ma mère. D'accord. À son mariage. Votre arrière-grand-père, c'était dans le village où je suis né, à Sefrou. Bon, voilà, moi je viens de là, d'accord. Et j'ai été vice-président du Sénat, je me présente devant vous, je me bats pour que notre belle France et notre belle République eh bien, puissent être celle de tous ses enfants. Et je pense que c'est ça que permet la République. Mais j'aimerais que ça ne soit pas pour quelques-uns qui ont réussi à avoir ce parcours, mais pour tous. Vous avez dit et pourtant, moi, qu'aujourd'hui, j'ai cette été promesse... naturalisé en 1973, j'avais 14 ans. Je suis arrivé, j'avais 8 ans en France, 9 ans en France. Mais ce qui est encore pire, c'est ceux qui sont nés là, leurs parents sont nés là. Mais parce que ils sont leurs grands ou arrière-grands-parents sont nés au Maghreb ou alors sont noirs de peau, continuent à vivre ces discriminations. Donc il faut combattre avec force ces discriminations. Et c'est aussi comme cela qu'on va permettre que tous les enfants se sentent dans la République unie et que cette promesse va être encore plus forte. Pourtant, le Front républicain a l'air de ne plus vraiment faire recette. On avait vu des sondages qui ont fait couler beaucoup d'encre il y a quelques mois dans la perspective de 2022. La question, c'est est-ce que la gauche va réussir à faire front en 2022 ? La gauche va-t-elle réussir à s'unir ? C'est une question qui vous est posée par Will. Moi, je me rends compte ces derniers temps, dans le 20e arrondissement et ailleurs, que ça devient une question pressante, presque un appel au secours des gens de gauche. Je pense qu'on peut dire ça, effectivement. Et qu'ils soient dans des partis, qu'ils soient... On sait très bien que les gens de gauche sont en majorité plus dans les partis, parce qu'il y a eu des déceptions, etc. Et que j'en ai bien conscience qu'on a une crédibilité à reconquérir. Mais en tous les cas, ils nous disent... Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est pas possible, cette gauche émiettée. Moi, je veux vous dire très franchement, aujourd'hui, je pense que pour toutes les élections, qu'elles soient régionales, qu'elles soient législatives et présidentielles ensuite, au moins les socialistes et les écologistes qui partagent énormément de combats en commun, et notamment de priorités en commun aujourd'hui. Nous, on est plus social, nous, on est plus peut-être républicain, mais je donne de leçons à personne. Eux, peut-être, sont plus écologistes, même si des fois, je vois chez des socialistes plus d'écologie. Mais c'est pas le sujet, ça. Sur toutes ces questions sociales, écologie, république, on peut aujourd'hui se mettre autour d'une table et aller aux élections ensemble. Arrêter cet émiettement. Il n'y a rien d'inéluctable. Je dis bien même aux régionales. Pourtant, les régionales, elles sont proches. Je suis pour qu'il n'y ait pas de conditions de leadership, de tête de liste, de qui sera candidat à la présidentielle. C'est le cas dans le Nord, dans la région Nord, ou dans la région Hauts-de-France, pardon, où Karima Delli sera tête de liste d'une union de la gauche. Oui, mais là, ils l'ont justifié, et c'est bien, je l'encourage, mais ils l'ont justifié parce que sinon, ils ne sont même pas au second tour, et il y a Marine Le Pen qui peut prendre, enfin, le Rassemblement national peut prendre la région. Est-ce que ça peut être la naissance d'une dynamique nationale ? Ailleurs, tout le monde continue à dire, c'est pas possible, cet émiettement, etc. Je regarde même en Ile-de-France, j'ai vu le dernier sondage, l'ensemble des listes de gauche sont à 28%, ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc il faut à un moment donné, je le dis bien partout, sans condition de leadership, sans condition, se mettre autour de la table et essayer d'arriver ensemble devant les électeurs. Et à la présidentielle, si on faisait ça,
D'abord en construisant un projet ensemble rapidement, on peut, pour gouverner. Et puis là, il y a de la place, il y a toutes les circonscriptions législatives, tout le monde peut avoir sa place largement. Et puis ensuite décider d'un leadership, ensuite qui puisse être le plus rassembleur. Est-ce que si vous on fait rangeriez... ça, je pense qu'on peut être au second tour et qu'on peut faire en sorte que l'espoir renaisse et qu'on ne soit pas condamné à un deuxième tour, déjà écrit pour certains, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que si ça recommence, cette fois-ci, ça peut être grave. Moi, je n'oublierai pas que le Front républicain et le fait qu'il n'y a pas pire que le Front national et le Rassemblement national aujourd'hui, et je m'y opposerai toujours. Mais ce que je sais, c'est qu'elle gagne des points à chaque fois et que le plafond de verre est en train de tomber. Parce qu'il faut une alternative neuve et de gauche. Est-ce que vous vous rangeriez derrière une candidature de la France Insoumise et est-ce qu'un insoumis se rangerait derrière une candidature socialiste ? Il faut leur demander en tous les cas. Alors je vous demande à vous, est-ce que vous seriez prêt à soutenir une candidature insoumise dans une circonscription ? Daniel Simonet dans le 20e arrondissement, est-ce qu'une union de la gauche, vous dites sans prérequis de tête de liste, moi je pose la question. Il faut me donner des cas de figure qui existent. Là, par exemple, concrètement, dans le 20e arrondissement, c'est une circonscription où socialiste sortante. D'accord ? C'est logique, si on veut l'union de la gauche, de dire, est-ce qu'on peut se rassembler autour de socialistes ? Puis dans d'autres pas sortantes, eh bien, nous, on va appeler à voter pour un écologiste, par exemple. Voilà. Et aux législatives, c'est possible, tout ça. C'est possible, pourquoi ? Parce qu'il y a plus de 580 circonscriptions. La question, c'est à la présidentielle. Sinon, vous avez raison qu'à la présidentielle, c'est plus compliqué. Moi, je pense que s'il y avait de la bonne volonté, la gauche pourrait s'unir aux législatives assez facilement avec tout le monde, sans que personne soit hégémonique, avec tout le monde qui aurait beaucoup plus de possibilités d'avoir des parlementaires qu'aujourd'hui. C'est quoi aujourd'hui le groupe des écologistes ? Je crois qu'ils n'en ont quasiment pas des députés. Nous, on a une poignée, c'est une trentaine. Donc vous voyez la marge de progression pour que tout le monde puisse multiplier même sa représentation de façon importante si on ne joue pas aux imbéciles. Mais le problème, ce ne sont pas les postes, le problème c'est le pays. C'est-à-dire que les gens, quand ils nous demandent ça, c'est pas pour qu'il y ait plus de députés en soi, socialistes ou écologistes. C'est parce que dans leur vie quotidienne, ils ont besoin d'avoir des gens à leur côté pour la justice sociale, pour la démocratie, pour plus de république, pour combattre les inégalités qui s'accroissent, pour combattre réellement le réchauffement climatique, qui est maintenant quelque chose qui est à la base de tout. Si on ne se bat pas là-dessus, on va à la catastrophe, on condamne nos enfants. Parmi les priorités que vous placez pour les prochaines échéances thématiques, il y en a qui concernent les institutions. Et d'ailleurs, vous êtes sénateur et j'ai envie qu'on parle de ça avec vous. C'est parti pour le moment Sénat. Alors, on va continuer cette discussion parce qu'en plus, vous avez commencé à en parler tout à l'heure pendant l'introduction de l'émission, la question des institutions. Parmi les appels du peuple de gauche, il y a aussi une réforme institutionnelle, il y a aussi une volonté de dépasser la Ve République et d'aller vers une Sixième République. Vous êtes sénateur de la Ve République, le Sénat est mal aimé par une partie des citoyens, des électeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a des évolutions institutionnelles à apporter ? Faut-il supprimer le Sénat ? Mais c'est marrant parce que dans le plus gros dysfonctionnement de ces institutions, c'est la place prééminente de l'exécutif et du président de la République par rapport au Parlement. Et vous me parlez d'affaiblir un peu plus le Parlement en supprimant la moitié parce que je pense de sa représentation. Vous avez raison de dire qu'il y a aussi l'omniprésidence, c'est important. Moi, je ne marche pas dans les trucs sur l'ère du temps concret. Je n'ai pas vu de manifestation ou de contestation pour la dissolution du Sénat. Par contre, j'ai entendu beaucoup qu'il faudrait que le président respecte un peu plus le Parlement en général. Deuxièmement, ces dernières années, on a pu vérifier que le Sénat, j'ai pas toujours eu cette position, donc je le dis d'autant plus, que le Sénat a une utilité particulière. D'abord, il n'est pas de la majorité forcément, de l'Assemblée nationale. Donc il peut constituer un peu un contre-pouvoir dans certaines situations et jouer un rôle tout à fait éminent puisque toutes les lois passent là. Et y compris en termes de contrôle de l'exécutif et de commission d'enquête. Et d'ailleurs, dans l'affaire Benalla, heureusement qu'on était là. Mais je peux vous multiplier les cas ces dernières années où nous avons été
disons, un contre-pouvoir par rapport à un exécutif qui, pensant que l'Assemblée nationale était à sa botte, voulait faire les choses en s'émancipant de tout contrôle. Donc, le Sénat a montré son utilité. Il y a bien des choses à bouger, à réformer, à moderniser. Il faut continuer. C'est déjà pas mal. On est à des mandats de 6 ans, avant c'était 9 ans. Ce sont des listes souvent, la plupart du temps, à la proportionnelle. Donc il y a hommes et femmes, et c'est plus représentatif des citoyens quand c'est à la proportionnelle. Il y a donc beaucoup plus de femmes, donc beaucoup plus de rajeunissement aussi, parce que les femmes, paradoxalement, et c'est normal, rajeunissent le personnel politique en même temps qu'elles le féminisent. Et bon, tout ça avance. Il y a dans les fonctionnements probablement encore des choses à faire avancer. Vous savez, moi j'ai fait, comme vice-président, j'ai initié la réforme du vote électronique. On peut voter maintenant. C'est vrai que c'est grâce à vous qu'il y a le vote électronique parce que sinon, on continuait à... Mais alors, en parlant d'innovation, continuons sur les innovations. De quel œil voyez-vous les innovations démocratiques, comme par exemple la Convention citoyenne pour le climat? Mais très bien. Très bien. Très bien. Moi, je suis... Là, le Sénat, c'est un petit pas. J'aimerais qu'on démocratise le nombre pour la pétition. Mais on a ouvert un droit de pétition qui marche bien. Qui peut permettre que, à partir d'un certain nombre de citoyens, on examine des propositions de loi ou des questions qui veulent être posées par les citoyens. Donc ça, c'est pas mal. Il faut continuer dans ce sens, mais la Convention citoyenne, c'est l'exemple même. Ce sont des outils qui ne peuvent pas remplacer la démocratie parlementaire ou représentative. On a un mandat devant la nation. Mais c'est un éclairage. 2, c'est une façon sur des questions qui doivent faire consensus, qui doivent mobiliser l'ensemble de la société, d'avoir un regard direct et de faire en sorte qu'il y ait une co-construction, pas sur la base du dernier avis du Café du Commerce. Cette convention, ils ont bossé, ils se sont formés, ils ont été au fond des choses. C'était pas la dernière avis qu'on a pris dans un micro-trottoir. Bien. Et là, le président, qui en plus a promis qu'il prendrait l'essentiel des propositions issues de cette convention citoyenne, a pris la portion congrue. Et dans la loi climat qui est en discussion aujourd'hui, des choses élémentaires qui ont été proposées. Là, moi, je m'en suis fait une petite... par exemple, créer des prêts à taux zéro garantis par l'État pour l'achat de véhicules propres, augmenter ou réduire la TVA en fonction de la distance parcourue par les produits, taxer les produits ultra transformés à forte empreinte carbone et faible apport nutritionnel. Je peux en passer comme ça. Bon, franchement, si on dit qu'on y va vraiment dans cette transition énergétique et que c'est une catastrophe, le réchauffement climatique, et qu'on est en retard par rapport aux engagements français sur l'accord de Paris, on les mettait... on disait même merci à la Convention citoyenne d'avoir proposé toutes ces mesures. Eh bien non, elles ne sont pas dans la loi. Instaurer une mention incitant à moins consommer dans les pubs et la vente en ligne, renforcer les modalités d'éducation à l'environnement et au développement durable. Voilà une question, par exemple. Ça serait très intéressant pour tous ceux qui parlent d'éducation. On a un outil formidable pour cette transformation écologique de la société. C'est l'école, le projet éducatif. Déjà aujourd'hui, sans cela, ce sont souvent les enfants et les jeunes qui viennent dire aux parents ce qu'il faut consommer et pas consommer. Vous le voyez, des fois ils veulent même pas ouvrir un cadeau parce qu'ils disent le cadeau que tu m'as offert, il a été fabriqué par des esclaves à l'autre bout de la terre. Bon, si on était dans cette éducation-là, notre projet éducatif a intégré cela, eh ben je pense qu'on avancerait encore plus vite. C'est intéressant parce que vous défendez la Convention citoyenne pour le climat. J'ai eu certains de vos collègues sénateurs sur ce même canapé qui n'avaient pas du tout le même discours que vous et qui sont très réticents. J'ai senti, c'est vrai, certains tenants d'une démocratie représentative qui voient d'un très mauvais œil des citoyens tirés au sort. Philippe Bas, par exemple, ancien président de la Commission des lois. Non, mais c'est intéressant parce que ça m'étonne pas. Non, dans une 6e République, vous imaginez une Convention citoyenne tirée au sort qui participerait à l'élaboration des lois. Moi, j'ai toujours considéré que la démocratie participative, sous ses différentes formes, était très, très importante. Pourquoi ? Parce que nous sommes élus pour un certain temps. Et pendant ce temps-là, il faut que la société reste mobilisée. Il faut que la société continue, y compris pour répondre à des questions qui n'étaient même pas prévues au moment où on a été élu, soit associée, soit informée, participe. On ne peut pas dire à des citoyens, vous êtes actif le jour où vous mettez un bulletin dans l'urne et vous êtes passif le reste du temps. Ils sont citoyens tout le temps. Et pour cela,
pour pas que ce soit un mot, il faut qu'il y ait des outils de participation réelle. Donc j'ai été pour les conseils de quartier, je suis pour ces formes d'association. Mais j'ai toujours pensé que ça ne s'opposait pas, que c'était un renfort à la démocratie parlementaire. Or, certains tenants de cette démocratie participative, très souvent disent que c'est ça l'alpha et l'oméga, et que ça, que le Parlement sert à rien. Bon, ben, je ne suis pas d'accord avec eux. Et inversement, je pense que la méfiance de certains à cette démocratie participative, de certains parlementaires même, est une réticence à ce contrôle un peu permanent qu'il peut y avoir de la part des citoyens. Mais je le comprends aussi parfois, parce que certains collègues sont tellement maltraités par l'exécutif, c'est-à-dire que le Parlement est déjà signé par l'exécutif, qui se disent, est-ce qu'on ne chercherait pas, avec des conventions, etc., à encore nous contourner et à dire que ce n'est pas au Parlement que ça se passe. Donc tout ça s'alimente. Moi, je pense qu'il faut ne pas tomber dans tel ou tel piège. Le Parlement est tout à fait important et nécessaire et primordial. C'est la représentation du peuple sur la base de mandats et sur la base de votes démocratiques. Et puis, il y a toutes les formes de démocratie participative, locale ou nationale, comme la Convention citoyenne. Il doit y avoir aussi un peu plus de référendums, d'initiatives populaires possibles, et pas ces chiffres incroyables où, en fait, c'est dans la Constitution, mais on ne peut jamais les faire. Bon, il faut tout ça pour renforcer, finalement, notre démocratie représentative. Je vais changer de sujet parce qu'en tant que sénateur, vous avez travaillé sur la question de l'audiovisuel. Vous avez rendu un rapport il y a quelques années sur ce sujet. Non, mais c'est vrai, vous faites partie des sénateurs qui travaillent sur ce sujet-là en particulier, France Télévisions et Radio France notamment. Comment voyez-vous une question de soul blues? Comment voyez-vous l'évolution du paysage audiovisuel, notamment avec l'émergence des nouvelles plateformes de streaming? Je pense à Netflix, je pense à Disney+, je pense à toutes ces plateformes-là. Ah, moi, je suis depuis le début pour une régulation très forte. Une régulation par les pouvoirs publics? Ah oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, ça va avoir lieu, j'espère, puisque une loi doit arriver pour qu'il participe. Il faut qu'il participe à la création. C'est quoi aujourd'hui le paysage audiovisuel? La façon de réguler, c'est qu'il y a des droits d'émettre, mais en contrepartie, il y a des pourcentages ou des quotas de participation à l'investissement dans la création audiovisuelle, dans le cinéma, avec des obligations, etc. Il y a une régulation, heureusement, parce que sinon, bon, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une diversité, alors que les tendances sont à la concentration et que le danger, le pire pour la culture et pour l'information en général, c'est la concentration, c'est la verticalité. Alors, ces plateformes échappaient à tout. Et on se disait, ouais, mais c'est que de la distribution. Elles se sont mis, y compris à créer. À faire de la production. Elles ont rapté par leur modèle presque tout ce qui finançait l'audiovisuel et la presse en termes de publicité, Google, etc. Et donc assécher les moyens même de vivre pour le privé, parce que bon, heureusement le public a ses propres moyens, heureusement que l'État est là pour aider à financer. Mais aujourd'hui, c'est un danger que 4-5 plateformes uniformisent la création, la culture et l'information dans le monde en n'ayant aucun devoir sur le plan fiscal, une puissance démesurée qui est plus grande que celle d'États démocratiques en termes financiers et de pouvoir de pression. Alors comment on fait pour réguler? Parce que j'ai vu la question passer à plusieurs reprises dans le chat. Certains vous écoutent en disant oui, vous avez raison. Comment on régule une plateforme qui est hébergée aux États-Unis, qui n'a pas son siège social en Europe, qui voilà. Mais c'est un vrai enjeu? Oui, déjà, on s'est rendu compte que pour réguler, c'est une question de rapport de force, il fallait que l'Europe soit unie. Parce que autant ils peuvent dire à un pays, bah, vous me bloquez, bah, je vous oublie. Je peux faire autrement. Par exemple, moi, j'ai fait voter une loi qui obligeait Google, par exemple, à payer des droits d'utilisation d'informations créées par la presse française. Voilà, parce que eux, ils utilisent l'info dans Google News, etc. Et puis, personne, ils n'ont pas à payer de salariés ni à travailler pour aller chercher cette info. Et la pub, elle a tout migré vers Google et a déserté la presse française qui a du mal à vivre. Donc, je dis, bon, voilà, il faut... Bon, c'est aussi une directive européenne, etc.
à partir du moment où toute l'Europe fait pareil, ils ne peuvent pas dire, bon, les Français, vous faites ça, ben, on vous déréférence tous. Voilà, parce que le marché des internautes au niveau européen, là, ça pèse. Il faut taper au porte-monnaie. C'est-à-dire que quand il y a un marché fondamental pour eux, ils ne peuvent pas passer à côté. Ça, c'est le rapport de force. Et donc, c'est comme ça qu'on doit réguler. On doit aller vers des régulations où l'Europe s'affirme fortement. Je pense, peut-être des fois certains me disent c'est trop tard. Moi, je dis c'est jamais trop tard parce qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent. Je pense aussi que la concurrence aurait permis de les réguler, qu'ils n'agissent plus en toute puissance. Si l'Europe, avec tous ses États, tous ses chercheurs, tous ses moyens financiers, s'était unie pour monter des alternatives à Google ou à d'autres plateformes de ce type, vous pensez qu'il ne serait pas arrivé à quelque chose de comparable? Et à ce moment-là, dans cette concurrence, il n'y avait pas toute puissance. Bon, aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible avec l'avance qui a été prise? Les budgets de recherche de Google, mais dépassent la France des budgets de l'État français. Sont dépassés, sont largement loin derrière ce que Google peut investir. Bon, mais il y a des nouvelles technologies qui arrivent, il y a l'intelligence artificielle, il y a je pense que l'Europe peut encore faire en sorte qu'elle ait des champions, entre guillemets, qui ont pour objectif d'empêcher la toute-puissance de quelques-uns. J'ai une question de Arc pour vous sur le paysage audiovisuel français à la télévision. Quel regard portez-vous sur la droitisation du discours de certaines chaînes privées et du rôle du CSA là-dedans? Alors, globalement, je pense que idéologiquement, la société française a été travaillée par une droitisation, avec le Front National en aiguillon qui tirait toujours tout le monde un peu plus vers la droite et qui menait un combat culturel et intellectuel que les autres ont déserté. Et je vous le dis, en mettant au cœur la question de l'identité, là où on arrivait à avancer en mettant au cœur, depuis toujours, hein, dans l'histoire de la gauche et de la France, la question de l'égalité. Bon, donc il faut refaire ce travail dans toute la société. Ensuite, il y a un projet qui me semble de plus en plus clair du côté notamment de Bolloré et des chaînes qu'il maîtrise et sur lesquelles il exerce de plus en plus une autorité envahissante, croissante en plus, d'avoir une espèce de média à la Trump où tout ce qui peut être le plus réactionnaire, le plus diviseur, parfois même haineux, à pignon sur rue, alors que c'était avant des petits médias qui pouvaient avoir ce type de discours ou ce type d'invité. Donc je suis très inquiet du fait qu'il n'y a pas de réaction. Alors le CSA vient de faire quelque chose de très fort. L'amende de 200 000 €, parce que très souvent c'est en tapant au portefeuille que on fait réfléchir certains, pour les propos qui ont été tenus par Éric Zemmour en toute connaissance de cause par l'émission elle-même, jugés discriminants et haineux envers des jeunes immigrés. Donc 200 000 € d'amende de la part du CSA pour une chaîne de télévision, c'est une bonne mesure, selon vous? C'est une mesure jamais égalée. On va voir si ça a des conséquences. Mais je pense d'abord... Mais c'est le rôle de la puissance publique que d'intervenir et de réguler sur le fond? Le CSA, c'est son rôle. Hein. C'est un bien public, hein, les ondes. Hein. Les fréquences, elles sont attribuées par la puissance publique. D'accord? Donc, il y a des contreparties. La base d'une contrepartie dans une république, c'est que les principes de la République, les principes de lutte contre la haine raciste et les discriminations, ou la discrimination envers les femmes, ou les homosexuels, le racisme, tout cela soit banni. Donc c'est un engagement. Et d'ailleurs, CNews, comme l'ensemble des chaînes, signent des conventions avec le CSA où ce type de principes sont réaffirmés. Et j'ai la convention en question pour CNews, c'est signé qu'elle concourt à combattre les discriminations, etc. Donc là, il ne s'agit pas de combattre, là, il s'agit de ne pas les accepter sur l'antenne. Alors, on peut toujours dire, j'ai invité quelqu'un, puis d'un coup, dans l'émission, il a sorti n'importe quoi, c'est pas moi le responsable.
Bien, c'était un invité. Sauf que dans le cas en question, d'abord Zemmour le fait. C'est un chroniqueur régulier. Il le fait régulièrement. Condamné Il a par la été justice. condamné pénalement pour ça. Mais en plus, cette émission est enregistrée un peu avant. Il y a la maîtrise de ce qui va être diffusé ensuite. Et donc, il n'y avait pas cet argument. On va voir si les 200 000 euros, c'est quelque chose qui pèse. Mais on doit pouvoir aller jusqu'au retrait du droit d'émettre, le retrait de la fréquence. Quel regard portez-vous sur l'arrivée des personnalités politiques sur des plateformes sur Internet? À l'heure actuelle, vous êtes sur Twitch. On a vu Jean-Luc Mélenchon s'y est déjà lancé. Emmanuel Macron a fait une vidéo avec des youtubeurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? C'est la modernité de la vie politique? Ou est-ce qu'il faudrait une régulation plus importante? Est-ce qu'il y a un danger? Danger de quoi? Trump, aux États-Unis, a fait des campagnes sur Internet extrêmement impressionnantes. Il faut... non, je pense qu'il y a une volonté de ne pas seulement être tributaire pour pouvoir faire valoir ses idées, de médias qui t'invitent ou t'invitent pas, et s'ils veulent que tu n'existes pas et que ta parole ne soit pas connue, peuvent t'empêcher de diffuser tes idées. Donc le fait que permet Internet à tout le monde de créer ses propres moyens d'accès aux auditeurs est bien, mais pareil, je pense que ça doit être régulé comment? Uniquement sur ce qui est les principes du vivre ensemble. Il y a des lois, il y a des principes. Donc les lois du sur la moment liberté que d'expression, c'est le débat démocratique avec une liberté totale, à partir du moment où on ne vient pas appeler à la discrimination ou à tuer ou à avoir des méthodes qui vont empêcher la liberté des autres, c'est comme sur l'ensemble de l'espace public, la liberté, c'est s'arrête là où commencent les autres. Eh bien, il faut que ce soit les mêmes principes sur le net et sur cette expression nouvelle, ces possibilités nouvelles qu'ont les hommes politiques. Trump, à un moment donné, non, on peut pas dire que ce qu'il a véhiculé, c'est la concorde, la fraternité, voire même, on ne lui en demandait pas tant, il a attisé la haine jusqu'à attiser le fait d'envahir le Capitole et d'atteindre à la démocratie de façon totalement directe et insurrectionnelle. N'attendons pas que ça arrive en France, en gros, et tout ce qui peut l'empêcher, d'abord en ne fermant pas les yeux devant ce danger possible, en se disant c'est de la vieille histoire quand c'est arrivé en France, ou ça arrive à d'autres pays, ça peut pas arriver en France. Ça, il faut l'oublier. Les choses arrivent plus vite qu'on ne le croit, et comment vous dire, c'est une vigilance permanente. La démocratie n'est pas un acquis. Même quand on est né pendant quelques décennies sans trouble majeur sur la question de la démocratie. Très vite, les choses peuvent basculer et à ce moment-là, regardez, c'est quand même, il y a eu deux moments qui m'ont inquiété parce que très souvent on dit oui, mais c'est des démocraties neuves, fragiles, Europe de l'Est, etc. Mais les États-Unis, c'est une des plus vieilles démocraties et on est passé pas loin avec Trump. La Grande-Bretagne, c'est limite. Y compris avec le Brexit, etc., comment le populisme s'est mis à envahir l'espace public d'une démocratie très puissante, enracinée et très ancienne. La France n'est pas plus immunisée. J'ai une dernière question pour vous, David Assouline. On parle de démocratie. Les citoyens de la Convention citoyenne tirés au sort ont demandé l'organisation d'un référendum pour changer l'article 1 de la Constitution. Et à l'heure où nous parlons, les sénateurs, vous les sénateurs, examinez cette loi, ce projet de loi en vue d'un référendum pour changer l'article 1 de la Constitution et y inscrire la lutte contre le dérèglement climatique. Le Sénat a le pouvoir d'empêcher ce référendum. Il peut bloquer l'organisation de ce référendum. Oui. Est-ce que vous pensez qu'il va le faire? Je ne sais pas. Vous souhaitez l'organisation de ce référendum, vous, David Assouline? Oui, je suis pour, et même sans passer par un référendum, parce qu'il peut y avoir aussi les deux chambres, le Congrès qui se réunit, mais le principe qu'il faut qu'il y ait cette question dans la Constitution, je trouve que ce serait un signe. Ce serait un signe. Je sais qu'il y a déjà... avec ce qu'avait proposé Jacques Chirac dans la Charte des droits fondamentaux, cette référence de façon importante. Mais je pense que notre République, aujourd'hui,
doit être écologique. C'est-à-dire que c'était une des questions. On disait république sociale, laïque, démocratique dans sa définition. Je pense qu'il faut y mettre dans sa définition la question de l'écologie et la question de la défense de l'environnement et de la planète. Ça doit être dans les objectifs fondamentaux de la République aujourd'hui, vu les enjeux qu'il y a devant nous. Eh bien, on verra ce qu'en fera le Sénat. Merci David Assouline d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Public Sénat. Ciao.